grâce à la caravane de la francophonie, dans le très chouette cadre de la virgule Attenley, nous avons la chance de rencontrer et interviewer Michel Jean. Michel est entre autres l'auteur de Cocom, un livre qui a fait un très chouette parcours en France après avoir gagné les prix France-Québec, qui raconte l'histoire de son arrière-grand-mère, Almanda, une jeune femme blanche qui est tombée follement amoureuse d'un nomade Innu et qui l'a suivie dans les bois. Michel, votre tante vous a dit un jour une phrase qui vous a beaucoup impressionné, « L'Indien, tu l'as en toi ». Pourtant, vous n'avez pas vraiment des traits indiens et vous n'avez jamais eu, j'imagine, à subir des épisodes de racisme comme celui assez triste et récent dont a été victime Joyce Esquarran. Est-ce que ça veut dire que finalement, la génétique, on n'y échappe pas et que ça fera toujours partie de la constitution, de l'identité d'un individu? Quand Jeannette m'a dit ça, l'Indien, Michel, tu l'as en toi, elle m'a dit, j'ai demandé pourquoi. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Elle m'a dit, moi, je t'ai souvent vu dans des situations où les gens s'énervent autour de toi, puis il y a beaucoup d'animation. Puis dans mon travail de journaliste, elle parlait de quand elle me voyait à la TV. Et donc, elle m'a souvent vu dans des situations où c'est vrai, comme envoyé spécial, j'ai eu des fusils sur la tente, des balles qui sifflent, couvrir des manifestations, les gens qui s'énervent. Et moi, je suis d'une nature plutôt calme. Ben, elle dit, je t'ai souvent vu dans des situations comme ça, puis toi, tu restes calme alors que les gens s'énervent autour de toi. Elle me dit, ça, c'est indien. Puis moi, ça m'est resté dans l'esprit parce que j'ai toujours été comme ça, mais j'ai toujours pensé que c'était un trait de caractère. Et là, ce qu'elle me disait, c'est que c'était un trait culturel. Et là, je me suis posé la question, quelle est la part autochtone qui a survécu en moi? Et c'est là que j'ai commencé mon retour vers les racines, vers la famille, vers l'identité autochtone à partir de ce moment-là. Parce que depuis tout petit, je me posais toujours la question, c'est quoi pour moi être autochtone? Parce que j'ai grandi en ville. Et là, ça m'a ramené à ça. Et pour moi, ça a été comme un moment charnière aussi. Mais, vous savez, l'autre jour, il y a 2 ans, je suis allé chez l'opticien, ils prennent la photo pour voir si on a le glaucome. Puis la technicienne, il y avait la photo de mon œil, là, au complet. Puis la technicienne a dit, elle ne me connaissait pas, elle dit, êtes-vous autochtone, vous? J'ai dit, oui, pourquoi? Ah, la couleur. Elle dit, la couleur autour de votre œil, là, on voit ça juste chez les Autochtones. Alors, l'œil est vert à l'extérieur, mais il est rouge en dedans, sur sa photo. Alors, on ne sait jamais c'est quoi la part qu'il y en a. À propos de la langue, je crois savoir que vous ne parlez pas Innu. Votre arrière-grand-mère non plus, mais il a bien fallu qu'elle le fasse pour survivre dans la communauté. D'un autre côté, elle avait d'autres qualités, comme être une pro de la gâchette, qui était utile dans la communauté Innu. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Par quoi ça passe l'intégration? Ben, à l'époque d'Almanda, c'est parce qu'elle n'a pas eu le choix. En tombant amoureuse de Thomas et en mariant Thomas, elle intégrait la société Innu à l'époque où on vivait encore dans le mode traditionnel. Monter en territoire qui prend 1 mois, on s'installe pour l'hiver sur le territoire qui était les passes dangereuses pour notre famille. Et la vie se déroulait en Inuaimun uniquement. Les gens parlaient à peine français. Mon arrière-grand-père, Thomas Méon, barigouinait quelques mots de français, c'est tout. Il y avait une des sœurs de ma mère, de mon grand-père, qui ne parlait pas français, l'autre un petit peu. Alors, elle a dû... C'est comme quelqu'un qui débarque dans un pays étranger où les gens ne parlent pas votre langue. Alors, c'est à vous de vous adapter. Aujourd'hui, la vie pour les Autochtones, elle est diverse parce qu'il y a ceux qui habitent sur des communautés. Et encore dans une communauté, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas la langue. Puis il y a toutes sortes de raisons à ça. Entre autres, le fait que les gens au pensionnat autochtones étaient découragés de parler la langue. Et souvent, c'est le cas parce que la fille de la cousine de ma mère m'a raconté que sa mère n'a pas voulu qu'elle apprenne la langue, elle. Puis je lui demandais, pourquoi tu ne parles pas, toi, tu habites à Mastou-Yache? Elle dit, ma mère n'a pas voulu que j'apprenne la langue. Puis elle me dit, je ne veux pas que tu apprennes la langue qui m'a valu tous les problèmes que moi j'ai eus dans ma vie. Parce qu'ils ont été maltraités dans les pensionnats, ils ont été agressés, ils ont été éloignés de chez eux. Et ils en sont venus à penser que c'était à cause de leur identité, puis à cause de la langue. Alors, il y a ça. Il y a aussi le fait que les jeunes, ils vont dans le même système scolaire que nous, on va. Et donc, ils fréquentent pas seulement que des Autochtones, des Blancs.
et les enfants veulent parler la même langue que leurs amis. Donc, il y a une pression sociale pour apprendre le français. Ils parlent avec leurs amis en français. Ils reviennent à la maison, parler avec leurs parents en Innu-Aimun. C'est ringard, souvent. Et donc, et on voit le même phénomène pour les Québécois francophones qui vont à l'extérieur. Au Canada anglais, il y a la même pression sociale. Tout ça fait qu'aujourd'hui, être Innu, c'est beaucoup de choses. C'est plus comme avant, une seule chose. Mais être Innu, c'est d'abord qu'est-ce qu'on ressent, soit par rapport à son identité profonde. Et le trait qui lie tout ça, c'est que malgré le temps qui passe, le sentiment d'appartenance au territoire est toujours très fort et très présent dans la culture Innu. Pour nous, le territoire, c'est pas juste un endroit où on va chasser, où on a un camp, où on a un chalet. Les gens se définissent par rapport à leur territoire. Par rapport, pour les Inuits, c'est Nitassinan, ça change de nom pour chacune des nations. C'est comme notre pays. Et les gens restent attachés à ça. Et ça reste, à mon avis, quelque chose qui est toujours un point commun qui lie tous les Inuits. Il y a quelques jours seulement, la CBD a décerné les prix de la critique 2021 à René au bois dormant de Hélène Ousdine aux éditions Sarbacane, qui parle de la scolarisation forcée des autochtones canadiens. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée que de plus en plus de francophones et non s'approprient les histoires Innu, les histoires des autochtones? Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on en parle? Est-ce que vous préféreriez que ce soit des autochtones qui en parlent? Ouais. On appelle ça l'appropriation culturelle chez nous. C'est délicat comme question parce que je comprends que c'est difficile à comprendre pour les gens de l'extérieur. Les gens vont dire on peut écrire sur tous les sujets et avoir la même ouverture. Je peux écrire sur l'Afrique, je peux écrire sur les Inuits, je peux écrire sur la France. Moi, je pourrais venir ici et écrire un roman qui se passe en français. Mais là où ça devient délicat pour les Autochtones, c'est que pendant longtemps, les personnes s'intéressaient à nos histoires. Et là, soudainement, qu'il y a un intérêt, pouf, il y a des gens qui décident d'écrire sur ces histoires-là. Et souvent, les Autochtones ont l'impression que les gens profitent de ça. Ça passe plutôt mal pour certaines personnes. L'autre chose aussi, c'est que moi, je pense que dans 10, 15 ans, 20 ans, cette question-là ne se posera plus parce qu'on va voir raconter nos histoires. Mais souvent, les Autochtones vont dire, laissez-nous d'abord raconter nos histoires avant. Vous avez pris notre territoire et maintenant, vous voulez prendre nos histoires. C'est comme ça que les gens le voient souvent. Je ne dis pas que c'est juste ou que c'est... Mais c'est comme ça que c'est ressenti par beaucoup d'Autochtones. Alors moi, je pense que dans une vingtaine d'années, quand on va voir raconter nos histoires, je pense que ça va passer plus facilement si les autres racontent des histoires à partir de nos histoires. Mais là, on aimerait d'abord être les premiers à les raconter avant que les gens les racontent à notre place. Les Autochtones ne sont pas très radicaux en général sur ces questions-là. Puis c'est un problème c'est une situation qui ne concerne pas que les Autochtones. On voit ça aussi chez, par exemple, les communautés afro-québécoises, chez nous, afro-américaines. Alors, c'est sûr que c'est des questions délicates. Mais c'est pas moi qui vais aller blâmer les gens de vouloir écrire sur ces questions-là. Mais je comprends que ça choque certaines personnes. À propos de raconteuses d'histoire, je connais dans la culture Innu Joséphine Bacon, Rita Mistokosho, Nathalie Canapé-Fontaine, je pense au film Kwesipan aussi, qui a été tourné par une femme. Vous parlez pas mal de femmes fortes, donc est-ce que ça veut dire que la femme dans la culture Innu a une place particulièrement importante, ne serait-ce que dans la transmission culturelle? C'est pas que les femmes racontent dans la tradition plus les histoires que les hommes, mais les femmes ont toujours un rôle important. Par exemple, il n'y a pas le féminin masculin dans la langue Innu. On ne fait pas la différence. Et les femmes ont toujours joué un rôle important, aussi important que les hommes dans la culture, dans la façon d'aider le clan à survivre, même dans les moments les plus difficiles historiquement. Donc les femmes ont toujours une place importante. Selon les différentes cultures, ça varie parfois. Mais le fait est quand même qu'actuellement, les voix féminines sont très fortes chez les Inuits. Celles que vous avez nommées, ce sont tous des voix importantes. Il y a des hommes aussi qui écrivent, moi j'en suis un, mais je ne suis pas le seul. Mais il y a beaucoup de femmes, effectivement, qui sont des voix fortes, qui sont des poétesses, des écrivaines très talentueuses qui émergent.
Et pour nous, je connais personne à qui ça pose un problème. On est juste content d'avoir Et vous des êtes voix un fortes. homme qui écrit sur beaucoup de femmes fortes, Oui, parce qu'en c'est vrai. général, les protagonistes de vos romans sont des femmes, Oui, ça arrive, oui. et toutes fortes apparemment. Ben, je connais pas de femmes qui ne sont pas des femmes fortes dans mon environnement. Alors, je traduis un peu ce que j'ai vu. Les femmes dans ma famille, c'était des femmes fortes. Almanda, je l'ai décrit telle qu'elle était. C'est pas moi qui ai inventé son caractère. Ma mère est une femme forte. Ma grand-mère était aussi une femme forte. J'ai grandi entouré de femmes fortes. Donc, les femmes dans mes romans, elles vont être comme celles que j'ai connues. Si ça avait été le contraire, peut-être que ça aurait été autrement. J'essaie, moi, simplement d'utiliser leur voix ou de raconter leur histoire à travers elles-mêmes, dans certains cas. Mais oui, chez les Inuits, il y a beaucoup de femmes fortes. On est content de ça, d'ailleurs. En France, votre livre a fait un très très chouette parcours. Qu'en est-il de la réception dans votre pays où vous êtes un visage extrêmement connu, étant donné votre travail de journaliste et de chef d'antenne? Ça va peut-être vous surprendre, mais Cocoon, quand il est sorti, personne n'en a parlé au Québec. En littérature, le fait d'être un journaliste, ce n'est pas nécessairement un avantage. Les gens vous connaissent, oui, mais en même temps, ils ont une perception de vous qui n'est peut-être pas la même que ce que vous êtes comme écrivain. Et quand Cocoon est sorti au Québec, je pense qu'il y a eu un article d'une amie journaliste. Sinon, personne n'en a parlé. Mais le bouche-oreille a fait son effet. Après un an, on réimprimait régulièrement. On était rendu à plus de 5000 copies, qui pour le Québec est un best-seller, parce qu'on est quand même une petite population. Et quand le livre a gagné le prix France-Québec, c'est là qu'il y a eu un gros boom au Québec. Et honnêtement, moi, je suis très reconnaissant envers les lectrices et lecteurs français parce que Cocoon n'a été retenu pour aucun prix littéraire au Québec. Même pas finaliste au prix du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ma région natale. C'est un petit prix dans une région. Ils n'ont même pas jugé que le livre valait d'être dans les finalistes. Les gens là-bas me voient comme un journaliste. Ici en France, le livre a gagné le prix France-Québec, a gagné le prix Vlil, qui est remis par la communauté Bookstagram sur Instagram, a gagné le prix Nature Voyage, par un festival à Nantes, était finaliste au prix Jacques Lacarrière aussi, et finaliste à un autre prix actuellement en France, dans le Sud. Moi, ça me fait particulièrement plaisir parce que personne ne me connaissait. Personne ne pouvait juger le texte différemment parce que c'est Michel Jean. Pour eux, Michel Jean est total inconnu. Alors, les gens ont jugé sur la valeur du texte. Et moi, ça avait beaucoup d'importance pour moi parce que ça montrait que ce texte-là avait pour les lectrices et lecteurs une valeur, puis en même temps que cette histoire-là, même si c'est de l'ultra-local, puisqu'on parle d'un sujet quand même qui touche une communauté dans un secteur, ça reste que ces histoires-là, elles sont universelles aussi, puisque depuis ce temps-là, en France, il a fait sa place. Hein. Les ventes sont bonnes, il continue de vivre, il continue de trouver un public. Alors moi, je suis comblé par ça. Puis je vais toujours être reconnaissant parce que je pense pas que le livre aurait eu au Québec non plus le succès qu'il a connu s'il n'avait pas gagné le prix France-Québec. Et il n'aurait pas été gagné le prix France-Québec si ça n'avait pas été des Français. Et après ça, c'était paf. Là. Depuis ce temps-là, le livre est au palmarès depuis 1 an au Québec. Là, les gens l'ont découvert, on va s'intéresser à ça. Puis là, on commence à lire, les médias en ont parlé. Puis on est rendu à plus de 110 000 copies vendues au Québec. Si ça n'avait pas été des gens qui, ici, ont jugé le texte sur sa valeur, tout ça ne serait pas arrivé. Alors, je dis un gros Chinesh Kumitin. Merci à vous, Michel Jean.